Anne-Élisabeth Lapointe, enchantée. Directrice générale, CEO, Maison Jean Lapointe. Big Boss. Ouais, exactement. The Big Boss. The Big Boss de la Maison Jean Lapointe. Et on se parle dans le cadre du défi 28 jours pour lequel, comme je disais, je suis ambassadeur. Et il m'avait offert de faire J'avais offert de faire des podcasts, en fait. Et ton nom a popé. Puis j'ai fait comme... Moi, je trouverais ça vraiment cool de te parler, étant donné que la Maison Jean Lapointe est quelque chose que moi, j'ai pas eu recours quand j'ai arrêté de boire. J'ai fait une thérapie fermée. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage qui ont eu recours à ça. Puis c'est pas... même parmi les gens qui arrêtent de boire de l'alcool, je pense que c'est pas nécessairement toujours super bien compris, super connu, les services qui sont offerts là-bas. Et dans le cadre du défi, on ramasse de l'argent pour la prévention auprès des jeunes. Et là, je trouvais que c'était une belle occasion de moi de découvrir ce que vous faites et de faire découvrir ce que vous faites à tous les gens qui écoutent le podcast, qui pensent à arrêter de consommer de l'alcool, sont pas sûrs, ils n'ont pas de problème, mais des fois, ils n'aiment pas ça. Puis c'est tout le temps ça. Là. Je sais pas si toi, tu reçois beaucoup de témoignages de gens, étant donné que tu es impliqué dans ce milieu-là. Quand moi, j'ai des témoignages, quand les gens m'appellent, moi, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est très rare qu'on m'appelle pour juste me dire que ça va bien. Il y en a des anciens résidents qui m'appellent quand même régulièrement pour me donner des nouvelles, mais c'est souvent les gens en détresse qui vont m'appeler, soit pour eux-mêmes ou un proche. Puis sinon, c'est vraiment quand je parle vraiment aux intervenants, aux agents de prévention dans les écoles, que j'ai le feedback de ce qu'on fait, puis à quel point c'est apprécié, autant au niveau de la prévention là, que du traitement. Ouais. Puis là, comme tu me disais, ça fait 20... Excuse-moi, je te tutoie, j'ai décidé ça. Oui, c'est correct. Ça fait 20 ans que tu es directrice générale de la maison. Non, ça fait 20 ans que je travaille à la Maison Jean Lapointe. Okay. Ça fait 3 ans que je suis directrice générale. Moi, j'ai commencé comme intervenante. Là. En 2001, je suis rentrée pour aider à traiter les personnes aux prises avec des problèmes de jeu. Fait que moi, je sortais de l'école. J'avais mon certificat en toxicomanie. Et c'est au fil des ans que je suis devenue cadre intermédiaire, puis depuis 3 ans, directrice générale. OK. Puis quand tu fais un certificat en toxicomanie, est-ce que tu touches à tous les types de dépendances qui existent? Malheureusement pas. Pas à mon époque, en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, les cours se sont diversifiés davantage? Je le souhaite. Parce que quand je suis arrivée à la Maison Jean Lapointe, j'ai eu une formation intensive au niveau du jeu pathologique, les jeux de hasard et d'argent. Personne ne connaissait ça. C'était quand même assez... c'était un nouveau programme qu'offrait la Maison Jean Lapointe, le traitement pour le jeu pathologique. Donc, à l'université, on touche à beaucoup de choses. Mais toutes je dirais, les addictions comportementales, en tout cas, on n'en parlait pas vraiment. Aujourd'hui, oui, ils vont prendre le temps de parler de l'hyperconnectivité à toutes les nouvelles technologies. Ils vont parler des jeux de hasard et d'argent. Mais là, pour le reste, je ne le sais pas. Et je ne pense pas qu'on aborde toutes les substances non plus en détail. Là. OK. Puis, à la Maison Jean Lapointe, donc, ça se trouve à être pas mal centré autour de toxicomanie, alcoolisme et gambling? Oui, exactement. Donc, alcool et autres substances et le jeu pathologique au niveau du traitement, là, c'est vraiment... on a 2 programmes, là, un réservé vraiment pour les gens prises avec des problèmes de jeu et l'autre vraiment pour les gens qui souffrent d'une consommation de substances. Là. Puis en prévention, on aborde les mêmes thématiques plus l'hyperconnectivité, étant donné que les jeunes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les technologies. Mais je dirais que c'est pas mal ça nos expertises. Puis quand tu es rentrée comme intervenante il y a 20 ans, par rapport à maintenant, c'était quoi les besoins qui étaient criants à ce moment-là? Puis qu'est-ce qui a réussi à être fait qui est, selon toi, un point de pivot majeur là, dans l'intervention et tout ça? La maison, cette année, elle a 40 ans. Et pendant 20 de ces années-là, on s'est concentré au niveau de l'alcool et les autres substances, mais c'était surtout alcool, cocaïne, médicaments. Et en 2000 environ, en fait, même quelques années avant, au niveau des jeux de hasard et d'argent, on ne voyait pas beaucoup de gens qui demandaient de l'aide pour un problème de jeu. Mais en 1994, l'Auto-Québec a légalisé les appareils de loterie vidéo. Tu sais, les vidéos poker qu'on voyait dans les bars, les restaurants. Avant ça, c'était le crime organisé qui gérait tout ça. Et l'Auto-Québec a fait, non, c'est fini, on sort ces machines-là. On va avoir nos propres machines qu'on va mettre un peu partout. Ils en ont mis beaucoup plus.
d'une part, sur le territoire québécois. C'était donc maintenant sous l'Auto-Québec, donc beaucoup de gens qui hésitaient à aller jouer sur ces machines-là avant, parce que le crime organisé, se sont sentis plus en sécurité, on va dire, d'aller jouer sur ces appareils-là. Puis ce que ça a eu comme conséquence, c'est une montée assez majeure du nombre de gens qui se sont mis à jouer à ces appareils-là, sur ces appareils-là. Et par le même coup, il y a eu une hausse de joueurs problématiques et pathologiques dans la société. Ce qui fait qu'en 2000, le gouvernement du Québec a communiqué avec les centres de traitement, comme la Maison Jean-Lapointe, qui a dit, écoutez, nous, on a des subventions si les centres de traitement aimeraient ouvrir un département pour le jeu. Alors moi, je suis arrivée en 2001, au début justement du traitement pour le jeu pathologique. Et c'était plus que criant, là. Il y avait mon Dieu, je me rappelle, là, je voyais la liste d'attente. Tu avais une centaine peut-être de gens qui attendaient de pouvoir rentrer. Même pas rentrer, c'était une thérapie externe à l'époque. Et c'était, pour moi, là, qui commençait à travailler dans l'intervention, j'ai eu un choc de voir la détresse de ces gens-là, avec le peu de recours qu'ils pouvaient avoir. Ça, c'était en 2001. Et là, on est rendu 20 ans plus tard. Ça a changé avec la pandémie. C'est vraiment le jeu en ligne maintenant qui est très problématique. Mais je dirais que de ce que j'ai vu dans l'évolution, ça a été vraiment l'arrivée des demandes pour un problème lié au jeu, surtout aux appareils de loterie vidéo. Parce que sinon, je dirais que c'est quand même assez stable. Il y a des nouvelles substances, il y a des modes, mais tu sais, nous, 40 ans plus tard, 80% de la clientèle qui vient pour un problème de substance, c'est encore l'alcool. Ouais. Donc, ça n'a pas tant changé à ce niveau-là. Ça doit être difficile quand tu es intervenant, puis tu sais qu'il y a une longue liste d'attente, qu'il y a des besoins pour ça, dans le sens où les gens que tu es en mesure de traiter, tu ne peux pas rusher leur rétablissement. Tu peux pas. Non. Fait que tu sais qu'il y en a qui attendent, mais en même temps, la personne que tu as devant toi, il faut qu'elle y aille à la vitesse qu'elle a besoin d'y aller. Fait que ça doit être difficile à négocier des fois de juste accepter que c'est ça, puis d'avoir hâte que cette personne-là fasse OK, là, je vais mieux, mais en même temps, tu peux pas influencer ça, là. Non, c'est un processus, comme tu le dis. Quand tu viens à l'interne faire un séjour, chez nous, c'est de 21 à 28 jours et chaque jour est important dans justement la prise de conscience, dans le cheminement, l'acceptation qu'on a une dépendance. Donc, c'est vraiment nécessaire. Oui, de savoir qu'il y a des listes d'attente, ça fait mal. Surtout en ce moment, depuis 2 ans avec la pandémie. Nous, on a dû réduire notre capacité. C'était toutes des chambres à occupation double. Avec la pandémie, c'est des chambres privées. Et ce qui fait qu'on a la moitié des gens. On a encore, là, en date d'aujourd'hui, là, j'ai 1 mois d'attente chez nous pour que les gens viennent. C'est sûr, ça fait mal. Heureusement, on n'est pas la seule ressource. Mais quand même, on essaye de faire le plus possible pour les prendre en charge le plus rapidement possible. Mais comme tu dis, c'est pas comme une pilule que tu prends, puis tu as un mal de tête, tu prends une pilule, puis ça passe, puis tu passes au suivant. Non, c'est un cheminement qui ne fait que commencer à la Maison Jean-Lapointe et va continuer bien longtemps après aussi, là. Oh, oui, oui, exact. Je ne sais pas si c'est possible, le micro, il frotte sur, je crois, tes cheveux. Fait que ça fait un petit... Le micro sur tes écouteurs. Ça? Ouais, c'est ça. Fait que ça fait un petit Parce que frottement. j'ai lui qui traîne, parce que comme je peux le mettre, il ne sert à rien, là, parce que j'entends pas d'une oreille, mais je vais le mettre. C'est peut-être ça qui frottait. Enfin. Et là, non, ça va-tu mieux? C'est vraiment micro. ça? Bon, C'est le je vais micro ici m'enlever. qui frottait sur le chandail ou quoi que ce soit. Fait que c'est juste de OK. faire attention, sinon ça fait... Oui, moi, je Mais bon. l'entends pas. Ouais, non, c'est ça. Nous et les auditeurs aussi. Fait que... D'accord. Mais donc, là, tu es passé d'intervenante à... Ça a été quoi ton deuxième rôle? Écoute, ça faisait quelques années que j'étais intervenante et le directeur général à l'époque voulait depuis longtemps faire de la sensibilisation et de la prévention. Tu sais, nous, on est vraiment la dernière ligne, là. C'est-à-dire, nous, on traite les gens qui ont un problème de dépendance, mais est-ce qu'il y a plus à faire? Et depuis longtemps, la maison rêvait de pouvoir faire de la prévention. Donc, en 2004, on a commencé à faire de la prévention dans les écoles, entre autres. On voyait d'autres populations aussi, mais à ce moment-là, je voulais absolument faire partie de l'équipe, puis aller vraiment sensibiliser les jeunes, aller dans les écoles, leur parler des risques associés à la consommation. Alors, j'ai fait ça et pas longtemps après, j'ai été nommée coordonnatrice justement des programmes de prévention. Puis après ça, tranquillement, j'ai occupé, disons, des postes de direction, directeur, j'ai été directrice clinique, directrice du jeu, directrice générale adjointe, jusqu'à
directrice générale. Donc, à partir du moment où j'ai été nommée coordonnatrice, donc je suis restée dans la gestion à la Maison Jean-Lapointe. OK. Mais je pense que je trouve ça le fun parce que tu sembles avoir occupé pas mal tous les postes. Fait que, je veux dire, personnellement, moi, si j'étais en situation d'avoir besoin d'aide, je serais en confiance parce que je sais que tu as tout fait, là. Fait que, tu sais, Vraiment, tu c'est comprends un la peu le mécanique. running gag parce que j'ai remplacé la personne aux admissions, j'ai répondu au téléphone, et puis jusqu'à récemment, je disais, ben, j'ai tout fait sauf l'entretien, puis à un moment donné, il y avait un dégât d'eau dans une salle de bain. L'équipe d'entretien était partie, puis je me rappelle, j'avais une de mes agentes de prévention qui était là. Non, non, Anne-Élisabeth, vous pouvez pas, puis elle vous voit, tu sais. Elle dit, non, non, vous pouvez pas, je peux pas vous laisser je peux pas vous laisser torcher la salle de bain. J'étais là, oui, 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 c'est pas grave. J'étais là en train de nettoyer, puis j'ai dit, ben, OK, là, j'ai tout fait. Ouais, là, c'est coché, là. Oui, mais ce que ça fait, c'est que ça amène vraiment une compréhension du travail des employés, vraiment du contexte, de la réalité, que ça peut être vraiment très difficile, et toujours ce souci-là d'améliorer les conditions des employés pour qu'eux soient toujours mieux, plus en mesure de bien aider. Hein. Quand on Ouais. traite bien nos employés vont bien traiter la clientèle aussi. Ils le faisaient déjà, mais pour moi, c'est de m'assurer là, que tout le monde est bien à la Maison Jean-Lapointe. Ben, ils ont confiance aussi que tu comprends leur réalité sur le terrain. Oui, Fait que c'est le ouais, fun, là, absolument. comme environnement. Oui, vraiment. Puis on est plusieurs là, à la maison, on a plusieurs cadres, puis on a tous été employés, soit à être webmestre, secrétaire, intervenant, agent de prévention. Puis tranquillement, là, on a occupé des postes de cadre. Alors, on comprend bien, on comprend bien. Puis, même si la génération aujourd'hui reste moins longtemps dans le même milieu de travail, on le voit, hein, un roulement, euh, on fait, à la Maison Jean-Lapointe, là, on est beaucoup à être là depuis longtemps. On a fait un événement de reconnaissance à l'automne et on a souligné là, des 5, 10, 15, 20, 20 ans d'années à la Maison Jean-Lapointe. C'est extraordinaire. Puis, il part à la retraite cette année, mais j'ai un des directeurs, ça fait 32 ans, là, qui est chez nous. Quand même. Ouais. Et puis, surtout que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens qui sont dans la relation d'aide en général, là, parce que, d'un, tu as besoin d'une dose d'empathie énorme. Puis, c'est quand même lourd à porter, là. Tu sais, veux pas, même si tu accompagnes, c'est pas un environnement de travail qui est toujours joyeux et merveilleux, là, parce que tu es là pour accompagner quelqu'un qui a des problèmes, là. Fait que, Oui, et c'est sûr, mentalement, ce qui est le fun à la Maison Jean-Lapointe, c'est que les gens, ils viennent par eux-mêmes. Alors, ils veulent se rétablir. C'est sûr, ils ouais, arrivent, il y en a qui sont vraiment dans un piètre état là, quand ils arrivent, mais le fait qu'ils veulent s'en sortir, même s'ils ont des moments de découragement, de détresse, ils ne sont pas motivés, ils veulent quitter, en même temps, puis que oui, ils te racontent des histoires, puis tu fais, mon Dieu, je ne peux pas croire qu'ils ont vécu ça, mais en même temps, tu vois le rétablissement. ouais. Donc, il y a quelque chose de très encourageant de voir ça, même si c'est vrai que ce n'est pas facile à tous les jours. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'ils soient bien chez nous puis qu'on les traite bien, nos employés, parce que le travail n'est pas facile. Même ceux dans les écoles, là, mes agents de prévention, eux autres aussi, c'est pas facile. Premièrement, ils se retrouvent dans des classes parfois vraiment indisciplinées, mais Ouais. avec eux aussi des histoires qui ne sont pas toujours faciles à entendre parce qu'une fois que l'atelier en groupe est terminé, il y a toujours des jeunes qui viennent se confier, puis tu Ouais. entends des histoires, puis tu te sens aussi impuissant. Tu as envoyé des messages sur les risques de la consommation, mais le jeune qui vient te voir, parfois, c'est ben moi, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma mère. Et c'est là que ça devient difficile pour les équipes. C'est sûr, on a de la supervision, ils ont du coaching, tout ça, ils peuvent ventiler, mais c'est vrai que ce n'est pas un milieu évident. Puis je suis contente que notre philosophie à la Maison Jean-Lapointe, on est basé sur les groupes d'entraide. Mhm. Et j'ai énormément d'employés qui ont eu la problématique. Et donc, ils connaissent ça. Ils se sont rétablis, sont retournés sur les bancs d'école pour étudier, faire un certificat en dépendance ou d'autres, en travail social, peu importe. Et donc, ils viennent chez nous, ils comprennent parce qu'ils sont passés par là. Ça a une valeur pour tout le monde, c'est gagnant. Mhm. Pour eux aussi, parce qu'ils se rétablissent tous les jours. C'est un modèle pour les gens qui viennent chez nous. Puis en même temps, ils savent que la personne a le potentiel de s'en sortir. Alors, c'est sûr qu'on le sait que s'ils mettent tout en place, ils vont s'en sortir.
Puis, petite parenthèse, mon bureau donne sur, je suis juste à côté de la porte d'entrée. Puis je donne sur la rue, mon bureau. Et donc, je les vois quand ils viennent se stationner, les proches viennent les reconduire, je les vois à leur arrivée, c'est toujours très triste, ils voient, ils sont mal, ils pleurent. Et je les vois sortir. Je vois la famille qui arrive, souvent avec des Ouais. fleurs, un toutou, quelque chose, là, et je les vois sortir complètement rétablis, vraiment, vraiment joyeux, avec beaucoup d'espoir. C'est vraiment extraordinaire. Mon Dieu, oui. Puis les groupes d'entraide, c'est quelque chose que j'aimerais aborder justement, avec toi parce que, moi, c'est une discussion que j'ai eue avec plein de gens qui ont arrêté ou qui veulent arrêter. Moi, j'ai pas eu recours aux groupes d'entraide. Tu sais, j'ai pas les alcooliques anonymes et autres types, là. Puis il y en a plein qui en ont besoin, qui me disent: «Moi, je peux pas vivre sans ça». Et je me demandais, parce que moi, j'ai la perspective de j'ai arrêté tout seul, puis je l'ai pas fait parce que je j'étais pas confortable avec ça. Il est où l'avantage du groupe d'entraide? J'ai une petite idée, là, mais je me demandais où est-ce que ça fait vraiment son travail d'avoir accès à un groupe d'entraide? En fait, à la maison Jean Lapointe, nous, c'est un traitement de groupe, hein, c'est une thérapie de groupe et OK. donc il va se créer des liens entre les résidents, les résidentes, et souvent, quand on consomme, dépendamment évidemment de la substance puis de chacun, mais hem, on n'a pas nécessairement l'entourage le plus, sain pour nous. Donc, de se Ouais. rebâtir un cercle social, c'est important. Il commence à la maison Jean Lapointe. Alors, il rencontre des gens en cheminement comme eux, des gens comme nous, comme nos bénévoles qui sont rétablis depuis longtemps. Et de pouvoir sortir de la maison Jean Lapointe et de se dire, ben, ce cercle-là, ce soutien-là, il existe grâce à des groupes comme les Alcooliques Anonymes. C'est important pour cette personne-là qui parfois se sent jugée, se sent pas nécessairement comprise non plus par leur entourage. Alors d'avoir des gens qui vivent la même chose qu'eux, de se retrouver en groupe où tu le sais que tu es pas jugé, puis que tu es respecté, Mmh. c'est très important. Puis, tu te crées et comme je le disais, un autre réseau et c'est aussi que maintenant, il y en a tellement que quand tu vis une difficulté, tu le sais qu'à n'importe quelle heure du jour, il y a un meeting quelque part où tu peux aller, puis Ouais. où tu vas pouvoir aller t'asseoir puis te sentir bien. Tu es même pas obligé de parler. Puis tu le sais que tu es entouré de gens comme toi, puis que si là, tu files pas, il y a quelqu'un qui va te tendre la main. Fait que c'est vraiment une force, pour plusieurs. Il y en a qui en auront pas besoin, puis il y en a qui aiment pas les groupes non plus, là, que même ils font notre traitement, individuel chez nous, là, en virtuel. Mais pour plusieurs, c'est vraiment pardon. Pour plusieurs, c'est la force du groupe. Alors, c'est ensemble qu'on y C'est de briser arrive. l'isolement, puis de parce Oui, que vraiment. je sais que, pour plusieurs aussi, ça aidait à non seulement, ça aide à se sentir moins seul puis à briser l'isolement de ce que tu vis parce que tu as des gens qui vivent la même chose que toi, mais tu apprends aussi dans des meetings à comprendre ton entourage, peut-être qu'il y a des problèmes de consommation parce qu'il y a des gens de tous les âges, tous les milieux là-dedans. Fait que ça te donne aussi une fenêtre vers des gens qui avaient des problèmes autour de toi que tu n'étais pas capable de négocier avec eux autres. Finalement, tu développes l'empathie à travers OK, ben cette personne-là a une réalité complètement différente de la mienne, mais on a le point en commun d'avoir un problème de consommation. Fait que ça peut t'aider aussi à faire la paix avec un entourage que tu te dis OK, ben cette personne-là, c'est ça qu'elle vivait, puis je comprends mieux quelqu'un autour de moi grâce à ce groupe-là. Oui, il y a effectivement ça également qui se passe dans les salles de meeting, comme on dit. Également du fait que souvent, il y a comme un conférencier, quelqu'un qui va partager sur ce qu'il a vécu et souvent, cet individu-là va parler beaucoup plus de son rétablissement que de son actif dans la consommation. Ça envoie continuellement des messages d'espoir et aussi Ah, de: «Ah OK, cette personne-là, elle a fait ça, puis ça l'a aidé. Oh wow!» Donc il y a beaucoup, beaucoup d'espoir qui est, partagé dans toutes ces salles-là. Et il y a vraiment une énergie, hein. Faut ouais, y aller pour comprendre. Chacun a ouais. sa particularité, mais il y a de l'énergie, ça vibre, dépendamment des groupes. Il y en a, c'est au contraire, c'est comme une espèce de sérénité, un calme qui règne. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a, c'est Ouais. bruyant, puis tu sais, c'est vraiment électrique. Mais vraiment, chaque fraternité, chaque groupe répond aux besoins de quelqu'un. Même que moi, je suis quelqu'un, là, justement, moi, les groupes, là, c'est pas ce que j'aime le plus dans la vie. Je suis quelqu'un de très, très, très solitaire.
Puis, j'en ai fait pendant des années, des groupes d'entraide. Là, bon, en pandémie, j'en fais vraiment moins, mais moi, je ne parlais pas. J'étais là pour m'asseoir. Je ne voulais même pas que quelqu'un vienne me tendre la main. Je savais que si j'avais besoin, il y aurait eu quelqu'un pour moi, mais quand même de savoir que j'étais ici, que j'étais comprise, que je n'allais pas être jugée et d'entendre les autres partages m'a fait un bien fou pour quelqu'un, là, comme je te dis, là, qui est une anxieuse, antisociable. Là, j'ai quand même été capable là, Ouais. d'aller faire des meetings. Ça m'a apporté à moi aussi. Ben, on a sensiblement le même profil là-dessus. J'en ai fait un, en fait, pour justement aller voir, puis j'ai découvert que genre, il y a eu plein de positifs, mais je ne sentais pas que j'avais besoin de le faire parce que j'étais bien entouré ailleurs. Fait que c'était correct pour moi. Mais ce qui m'avait marqué, puis ce que j'avais trouvé beau, par exemple, là-dedans, c'est que souvent, tout ce qui est lié au problème de consommation, il y a beaucoup de honte qui est enfouie là-dedans, même si tu es en rétablissement, puis tu l'assumes, puis que tu en parles ouvertement. Au quotidien, il y a de la honte, puis il y a de vivre avec ça. Puis c'est ça qui s'en allait quand tu rentrais dans la pièce, cette espèce de honte-là, ce feeling-là. Puis le poids que ça porte sur des épaules, tu t'en rends pas compte tant que quelqu'un te l'enlève pas, l'espèce de honte que tu as. Fait que c'est ça que j'avais trouvé super beau des groupes d'entraide, en fait. C'est qu'automatiquement, ben, avec les partages, tu fais OK, ben la honte, t'en parles pas, tu gardes ça pour toi. Fait que si quelqu'un partage quelque chose, ben automatiquement, tu fais Ah, ben OK, fait que toi aussi, t'as un sac à dos rempli de roches. Là. Tu fais OK, je suis pas tout seul, c'est le fun. Ouais. Non, c'est vrai. Puis je trouve que tu l'expliques très bien, ce sentiment-là. Puis, et c'est vraiment ça. Souvent, ce qui arrête les gens à faire le premier pas, pas à demander de l'aide, c'est la honte. C'est vraiment la honte, la culpabilité, la peur d'être jugé. Euh, c'est énorme faire ce premier pas-là. Donc, toi, tu l'as vécu, tu le sais, là, c'est quoi Mhm. de réaliser que tu as un problème, tranquillement d'accepter que tu as un problème, puis après ça, de le verbaliser, de le nommer, ça te Mhm. sort encore plus du déni qui te gardait dans la consommation. C'est un gros pas qui est franchi, puis c'est vrai que d'être dans un environnement où tu le sais que tu ne seras pas jugé, ça fait tellement une énorme différence. Ouais. Puis c'est vrai que les gens vont dire, mais tu n'es pas obligé d'avoir eu la problématique pour aider quelqu'un d'autre qui a des problèmes de consommation. Non, non, entièrement, parce que c'est de la même façon pour n'importe quelle problématique dans la Ouais. vie. Tu vas tu sais, je ne sais pas, là, consulter un psychologue parce que tu as un problème de dépression. La personne n'a pas eu besoin d'avoir une dépression, puis tu ne vas pas choisir ton psychologue en fonction de s'il y a une dépression dans la vie ou pas. Là. Ouais. Mais, non, mais tu sais, tu comprends. Oh, oui, je comprends, Mais mais ce serait nice, par exemple. Juste... mais oui, mais on se doute que tout le monde, tu sais, on a un Oui. vécu, puis on a eu on a eu des défis dans la vie, mais c'est sûr que quand même de savoir que quand tu viens à la maison Jean Lapointe, tu es réellement entouré de gens qui te comprennent, puis qui Mhm. l'ont vécu. C'est sûr, c'est pas nécessaire, mais c'est un Ouais. plus quand même. Puis nos bénévoles, on a une grosse, grosse, grosse famille de bénévoles. C'est tous des anciens résidents et des anciennes résidentes. C'est la condition, faire du bénévolat chez nous. Ouais. Et donc, déjà, tu es accueilli par des gens qui sont passés par la maison Jean Lapointe. Alors, c'est sûr que ça aussi, ça vient énormément enlever toute cette honte-là et cette peur-là d'être jugé. Ouais. Ben, l'entourage joue pour une grosse part parce que ta sobriété aussi, on dirait qu'il faut que tu la défendes. De moins Oui. en moins, là, je sens vraiment que depuis 12 ans, moi, je vois une évolution dans la mentalité en général qui est vraiment bonne par rapport à la sobriété. Fait que ça, je trouve ça le fun. Ne serait-ce que les produits sans alcool qui existent, puis tous ces trucs-là, l'offre est intéressante, puis à l'aide, moi, je sais que ça m'a aidé 100% à rester sobre, d'avoir accès à ces trucs-là. Mais c'est le fun parce que sinon, au début, il faut que tu la défendes. Il faut que tu défendes ta propre sobriété aux gens qui t'en parlent, Parce que je ne sais pas pourquoi les gens ont cette réaction-là, mais la première réaction, c'est tout le temps moi, je bois pas. Non, non, merci, je bois plus. Puis ils se sentent confrontés, puis automatiquement, ils justifient leur consommation. Tu es comme moi, mais je t'ai rien dit. Je t'ai parlé de moi, là. Je t'ai juste dit que moi, je buvais pas, là. Je t'ai pas dit que Ah, t'étais pas correct de pas boire, là. c'est fou, hein? Tu as tellement raison. En fait, il y a deux choses, je trouve, dans ce que tu dis. C'est d'une part, euh, la stigmatisation des personnes qui ont des problèmes de consommation. Mhm. C'est sûr qu'il y en a encore, mais il y en a un peu moins. Donc, d'avouer qu'on a eu une problématique, un problème d'alcool ou d'une autre substance, il y a comme une plus grande acceptation sociale, on va dire. Oh, Mais parallèlement,
dans un contexte social où les gens il va y avoir de la consommation et que toi, pour n'importe quelle raison, tu décides de ne pas boire, il y a une stigmatisation. Et je l'ai vécu toute ma vie parce que moi, je n'ai pas pris un verre d'alcool avant à l'université peut-être, là, je veux dire, c'était très, très OK. tard et on m'a donc tellement jugée quand j'étais plus jeune, tu sais, je fumais pas la cigarette, rien, donc c'était ça: «Tu es bien plate, tu bois pas, tu fumes pas, qu'est-ce que tu fais?» Bon, moi, j'ai grandi avec ça, hem et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, si, je vais quelque part puis je choisis de pas consommer d'alcool, je vais quand même vivre cette Mmh. stigmatisation-là, heu mais je le vis bien. Par contre, de l'avoir vécu toute ma vie et de continuer à le vivre aujourd'hui adulte, j'ai le recul pour comprendre qu'il y a un phénomène sociétal, puis on n'est pas les seuls au Québec, là, Ouais. où la société, elle a vraiment un problème d'alcool. Elle a un problème avec l'alcool, puis je pense qu'elle a un problème d'alcool. Tu sais, de façon Ouais. générale, le défi 28 jours nous le démontre à chaque année. Combien de gens ne feront pas le défi parce qu'ils ne veulent pas s'abstenir de boire de l'alcool pendant 28 jours? Pour Mmh. toutes sortes de raisons, puis c'est correct, mais le fait que c'est un frein en partant, bon, déjà, ça en dit beaucoup sur sa propre consommation, son propre lien avec l'alcool. Puis, tu sais, je suis capable de consommer de l'alcool, mais c'est juste de dire, je le sais que je vais échouer parce que je ne serai même pas capable de m'en passer ou je ne veux pas m'en passer. Mmh. Encore une fois, c'est correct. Mais ça démontre quand même, pour moi, qu'on on est dans une société qui est peut-être un peu malade, je vais le dire de même, comme tous les êtres Mmh. humains, on cherche à s'évader, on cherche un échappatoire, puis on l'a trouvé ici avec l'alcool. Parce que quand on a légalisé le cannabis, il faut comprendre que le cannabis, jusqu'à sa légalisation, c'était la substance illicite la plus consommée au OK. Canada. OK, je savais pas Euh, ça. oui, et donc, de le légaliser, bon, ça faisait du sens, mais on l'a tellement encadré, leur pense-y, là, tu sais, de pas de publicité, il va y avoir quelques magasins, on veut, bon, enrayer le crime organisé, mais aussi il faut protéger les jeunes. Bon, en fait, puis il y avait ben des inquiétudes, il y a eu, mon Dieu, combien de consultations, puis des mémoires écrits, puis bon. Et parallèlement, tu as l'alcool, puis l'alcool qui est accessible, l'alcool qui est répandu, l'alcool qui est encouragé. Tu peux faire la publicité que tu veux. Bon, à un moment donné, je me rappelle plus c'était dans lesquelles années on pouvait plus faire une annonce où on voit la personne en train de boire une gorgée, mais elle peut avoir le verre à la main ou la bouteille. Donc, il y a eu un certain encadrement. Puis à un moment donné, c'est devenu 18 ans et plus. Bon, Mais sérieusement, là, aujourd'hui, tu voudrais encadrer l'alcool comme on a encadré le cannabis, que, écoute, il y en aurait là, des manifestants dans la rue. Là. Ouais, la population suivrait pas pantoute, Puis la la pop par pandémie rapport a à ça. exacerbé tout ça. Là. Alors, Ouais. j'imagine que tu es sur les réseaux sociaux. Au début de Oui. la pandémie, tu sais, moi, avec mon frère, puis avec quelques amis aussi qui sont abstinents, on trouve ça très drôle, des jokes d'alcooliques. Nous, ça nous fait rire aussi, tu sais. Ah Puis au oui. début de la pandémie, tu voyais des TikTok puis des Instagram avec les gens qui consommaient, puis en tout cas, bien des excuses pour consommer. Puis j'étais la première à trouver ça très drôle, les mères qui buvaient, puis bon, à cause de whatever des enfants. Puis j'ai vite ri jaune parce que je me dis: «Oh mon Dieu, OK, ça prend une place tellement importante». Puis là, je le vois, là, parce qu'on a un mois d'attente à la maison Jean-Lapointe. On a des gens qui nous appellent, puis on a compris que la pandémie a fait en sorte qu'ils ont consommé encore plus. Il y en a qui ont rejeté, puis il y en a qui ont développé un problème d'alcool en Ouais. pandémie. C'est là qu'on rit, on rit jaune, puis, ou on rit plus du tout. Là. Ouais, mais j'en ai plein, moi, des amis qui ont qui ont déguisé ça en mode épicurien, là, que c'était Ah, ben tu sais, tellement, non, non, je suis tellement. pas j'ai pas un problème, je suis épicurien, puis j'étais comme: «Ouais, mais c'est parce que tu beau mettre 18 photos de microbrasserie puis de petites bières le fun avec des belles étiquettes, c'est parce qu'à un moment donné, tu en mets à tous les jours, fait que tu peux te Hey, le écoute, cacher à toi, là, mais» Non, mais moi, là, c'est fou. Écoute, à la télévision, dans les émissions de télé, comme sur les réseaux sociaux, la place de l'alcool.
Et c'est parce que je travaille dans le domaine que ça me saute en pleine face. Pour d'autres, peut-être pas. Puis aussi, moi, comme femme, de voir à quel point on est ciblé et de voir les femmes consommer. Et aussi, c'était pas associé aux femmes non plus avant l'alcool. Puis c'est correct que la femme aussi puisse prendre un verre d'alcool puis qu'elle soit pas jugée. Sauf qu'en même temps, de savoir que, sentir que les publicités sont très, très, très ciblées vers les femmes pour toutes sortes de raisons, je trouve ça très inquiétant parce que l'alcool affecte les femmes de façon très différente qu'elle peut affecter les hommes et les problèmes de santé arrivent beaucoup plus vite chez une femme que chez un homme, juste côté biologique. Là. Alors, je ne savais pas du tout ça. Vraiment. Et donc, moi, je trouve ça très inquiétant. Là. Très inquiétant quand je vois que c'est eux qu'on cible, elles qu'on cible, et évidemment les jeunes. Alors, c'est sûr que c'est là que je me dis, des occasions comme le défi 28 jours, tu parles qu'il y a comme une espèce de mouvement de sobriété, des gens qui décident de ne pas consommer d'alcool simplement pour se faire du bien parce que ils n'en ressentent pas le besoin, puis sont dans une autre démarche qui n'est pas celle parce que j'ai un problème de consommation. C'est sûr que c'est extraordinaire. La venue de boissons sans alcool, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, là, j'en sirotais-tu du ginger ale puis des Shirley Temple, c'était plate à mort. Là, aujourd'hui, quand je ne veux pas consommer d'alcool, ben, au moins, on a vraiment toutes sortes de boissons agréables qu'on peut consommer, qu'on peut boire. Mais on le voit, ce mouvement-là, mais l'alcool, je trouve, occupe une place encore plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Absolument. Puis c'est une question un peu plus personnelle, mais qui me trotte en tête, c'est que, étant donné que tu es directrice de la maison et tout ça, dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des gens qui se retiennent dans des parties ou qui essaient de faire attention, qui se sentent mal de eux être sur le party parce que tu es présente, sont parce comme que moi, j'ai peur je suis là. C'est sûr Écoute, que oui. t'es la première personne qui me pose cette question-là. Vraiment. De toute ma vie, il n'y a personne qui m'a posé cette question-là. Je te dirais... C'est juste à ça, je pense, depuis tantôt. Écoute, j'ai tellement perdu d'amis. C'est ça. J'ai tellement perdu d'amis parce que, tu sais, je viens d'un milieu, comme bien du monde, là, où il y avait beaucoup de consommation. Tu sais, j'ai fait le party en masse, là, on s'entend, là. Et c'est sûr que... et déjà, il y avait un malaise parce que je suis la fille de Jean Lapointe qui a créé la maison Jean Lapointe. Un malaise parce que donc mon père a eu un problème d'alcool, ma mère a eu un problème d'alcool, puis elle en est décédée. Donc, toujours un malaise. Moi, j'étais jugée quand je ne consommais pas, j'étais jugée quand je consommais, donc toujours jugée. Et à un moment donné, que je sois à des parties où c'était des soirées soit très arrosées ou avec quand même pas mal de consommation de substances, j'ai compris que je dérangeais. Alors, les invitations se sont faites moins fréquentes. Moi-même, tu sais, j'ai commencé à avoir des gros malaises parce qu'à un moment donné, pour moi, je n'ai rien contre l'alcool, je n'ai rien contre les substances, je n'ai rien contre rien du tout. C'est juste à un moment donné, quand ça devient une problématique, ben là, moi, je suis là pour te tendre la main. Mais à la base, je comprends très bien la place des substances, puis même de comportements qui peuvent amener à une dépendance. Je le comprends très bien. Je veux dire, qui ne cherche pas à s'évader d'une façon ou d'une autre? Mais à un moment donné, il y a un conflit de valeurs qui s'installe aussi. C'est que, tu sais, rendu à mon âge, quand je vois des gens, puis ça continue quand même à consommer des drogues illicites, des substances illicites, quand je me dis, voyons, attends un instant, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là, à 50 ans, semble, et de voir des gens qui, puis c'est du jugement de ma part, de me dire, voyons, ils ne sont pas passés encore à autre chose. Parce qu'il y en a qui ne sont juste pas passés à autre chose. J'avoue qu'on a un rapport différent de quelqu'un qui fait de l'ecstasy à 25 versus en faire à 55. Là, t'es comme, il me semble que c'est weird. Oui, puis, tu sais, en même temps, je le comprends, mais c'est sûr que ça dérange que je sois là parce que même si, admettons, je serais bien, tu sais, babacool par rapport à ça, je créerais le malaise juste d'être présente. Là. J'ai l'impression que tu vois au travers. Là, oui, bien, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis j'en ai fait, là. J'ai été, comme tu dis, moi aussi, j'ai eu 25 ans, là.
Mais c'est ça, fait que je vois que je dérange. Par contre, j'ai beaucoup d'appels quand vient le bon moment et donc Ouais. c'est sûr que je vois tous ceux avec qui j'ai fait le party tranquillement rentrer à la maison, là et donc c'est ça, là, il y a ça aussi qui, hem moi qui me dis que je suis heureuse dans le rôle que je joue, et que je suis drôlement heureuse qu'on fasse maintenant de la prévention Mmh. parce que est-ce que d'avoir eu une prévention soutenue au niveau de l'adolescence, aurait fait en sorte que toutes ces personnes-là que j'ai pu perdre de vue en cours de route auraient pu, ne pas tomber dans la dépendance? Peut-être. Puis en même temps, je suis contente qu'ils se sentent quand même assez à l'aise de m'appeler pour me demander de l'aide, malgré qu'on m'a tassée, tu sais, malgré Ouais. que parce que je deviens une ressource Mais ça doit te importante demander pour quand eux. même une bonne dose de compassion puis d'empathie, là, tu sais, consciemment de faire Oui, parce que tu te dis: «Ben, si tu as besoin d'aide, je vais te tendre la main, là, même ah si ouais. notre Mais je historique pense que est les que». gens le savent parce que, ben, ils connaissent Jean-Marie, ils connaissent mon Ouais, père, donc on se dit: «C'est une histoire de famille, est-ce on doit tous avoir le gène de la compassion dans la famille, Lapointe» et ouais, donc mais oui, j'en ai qui me l'ont nommé, là, que ça a tout pris pour qu'ils m'appellent, puis qu'ils pleurent au téléphone, puis qu'ils me disent: «J'ai tellement honte», mais en même temps, heu tu sais, on a tous notre parcours dans la vie, hein. Puis, tu sais, ouais. moi, la chance que j'ai, c'est de travailler à la Maison Jean-Lapointe, d'être entourée de gens, qui me gardent sobre, qui me Ouais. gardent équilibrée, parce que quand tu es un enfant de 2 parents qui ont eu des problèmes de dépendance, tu es drôlement à risque, là. Tu Mmh. sais, les probabilités sont contre toi, là. Yup. Heu, c'est ça et à ce moment-là, quand les gens, tu sais, me disent: «Ah toi, tu as jamais eu de problème de consommation?» Puis je dis: «OK, jusqu'à aujourd'hui, là. Jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai mis en place pas mal tout, là, pour Ouais. pas que je dérape» parce que, on peut pas se le cacher. Je l'ai, c'est sûr qu'en moi, là, il y a une fille qui pourrait être, compulsive puis excessive puis, s'autodétruire, là. Mais j'aimerais ça qu'on parle de la prévention justement que vous faites auprès des jeunes parce que Oui, c'est pour ça aussi que l'argent est ramassé. Puis c'est effectivement quelque chose qui, moi, me touchait beaucoup parce que j'aurais sûrement arrêté plus tôt si j'avais eu accès à mmh, ça quand j'étais jeune et ça doit être difficile d'établir un plan pour parler à des jeunes. Tu sais, on sait c'est quoi un jeune, là. Il n'y a pas plus fermé qu'un jeune à tout. ouais. Fait que ça doit être difficile de trouver la porte d'entrée pour que le message se rende réellement dans une classe où ils sont comme juste contents de pas faire des maths pendant cette Ah, période-là, là. tellement, tellement. Écoute, on a commencé à faire de la prévention en 2004, donc ça fait quand même un bon moment, là et on a vraiment essayé plein de choses parce que, il y avait des succès, il y avait des ratés, là, à travers tout ça. Mais l'approche en prévention, c'est évidemment la même approche qu'en traitement, c'est le non-jugement. Tu Ouais. arrives là, tu ne juges personne, tu ne fais pas la morale à personne. Nous, on est là, puis tu vois, au-delà maintenant, on le sait là, après tant d'années, au-delà du jeune qui se dit: «All right, tu sais, je manque tel cours», c'est: «Oh my God, j'ai assez hâte qu'ils s'en viennent». On est un peu des rockstars dans les écoles. Ah, Hem, nice. c'est vraiment hot parce que je pense qu'on a une équipe vraiment, vraiment hallucinante. Là, nos agents de prévention, ils ont le tour avec les jeunes. C'est vraiment des experts dans leur domaine. Ils ont une approche facile avec les jeunes et les jeunes en ont des questions. Ils savent pas trop à qui ils peuvent peut-être les poser à plein de monde, mais de d'avoir un expert à qui la poser la question, ça fait toute une différence pour eux. Ouais. Alors, ils ont hâte de nous entendre. Ils ont hâte de pouvoir poser leurs questions. C'est sûr, ils ne sont pas toujours contents de ce qu'on a à raconter, mais ça Ouais. fait au moins, on leur donne toutes les bonnes informations. Et Ouais, puis donc j'imagine aussi que vous oui, leur dites: «On te dit pas de pas consommer, là. exactement, On te dit pas: "Fais-les le party, j'ai eu ton âge, je comprends, fais-les. Je t'explique juste, sont où les dangers, fais attention à ça, ça, ça." Mais à partir exactement. de là, tu as le plein contrôle de ta vie. C'est J'ai ça. l'impression que ça, c'est un message qui doit
résonner chez un jeune de OK, tu n'es pas en train de me dire quoi faire, tu es en train juste de faire voici ce qui peut arriver. Ouais. Ça Puis on doit. a trouvé le langage, on a trouvé les exemples à utiliser avec le jeune, et ça résonne pour eux. Alors, tu dois rester beaucoup dans le moment présent. Ça ne te sert à rien de dire: «Ah mais dans 20 ans, tu vas avoir un cancer». Ouais, Non, non, même à l'âge adulte, on s'en fout, tu sais, c'est ouais, comme donc il y a tout ça. C'est amené d'une façon ludique. C'est un dialogue, c'est les jeunes avec l'expert. Puis, on y retourne à chaque année. C'est parce qu'à un moment donné, il nous connaît. Et c'est ça qui est vraiment super. Puis cette année, la nouveauté, c'est que là, en plus, nos agents, ils restent une couple de jours dans l'école. Fait que nice. tu m'as vu pendant un atelier, viens me voir, je vais être dans le local 102, puis le jeune va venir me voir, puis il va venir me parler un peu plus, puis dire, ben, tu sais, quand tu as parlé de ça, puis moi, mon père, tu sais, il boit tous les soirs, ça veut-tu dire qu'il est alcoolique? Bon, alors, il y a la curiosité, elle est là. Puis elle est là, alcool et autres substances, l'hyperconnectivité, les jeux de hasard et d'argent, tous les sujets qu'on aborde résonnent, même si c'est juste pour un jeune dans ta classe, pas grave, mais ça résonne de toute façon. Puis comme on revient à chaque année, avec toujours le discours similaire, mais on s'adapte à la réalité. En secondaire 1, la majorité n'ont jamais consommé. Secondaire 2, ça commence à expérimenter. Secondaire 3, on adapte le discours et donc on en parle différemment parce qu'à un moment donné, on le sait, leur idée est faite. Là. Mais de commencer en secondaire 1, ce que ça fait, c'est que nous, ce qu'on souhaite, comme tu le dis, tu vas prendre ta propre décision, mais là, tu connais les faits. Si ce jeune-là, il retourne chez lui et il dit, ben, il va attendre un peu avant de consommer, je vais éviter les occasions, c'est que nous, on le sait que, en termes de recherche qui a été effectuée, plus un jeune commence tôt dans sa vie à consommer, plus il y a des risques qu'il développe des problèmes de dépendance. Ce qui fait qu'un jeune qui va attendre à 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, ben déjà, il vient de diminuer de beaucoup les probabilités qu'il devienne dépendant plus tard. Alors, pour nous, on garde toujours ça en tête. Mais on n'est pas pour dire « Ah, la drogue, c'est mal! » On ne peut pas. Mais c'est sûr que nous, on souhaite que le jeune, après nos activités, fasse « Ouais, moi, OK, ben non, j'en prendrai pas. » Ou l'autre qui dit « Ben, je vais m'arrêter après tant de consommation Ouais, ou je ne ferai pas de mélange, whatever, whatever. » C'est ça qu'il faut. Mais ils nous voient jusqu'en secondaire 5, là. Alors, ils finissent par nous connaître. Puis, je pense qu'on fait, on n'est pas les seuls là, dans la province, mais je pense qu'on fait vraiment un super beau travail. Pour moi, là, je l'ai fait jadis, mais je ouais. trouve que les agents puis les agentes de prévention, là, ils ont un attrait pour nos jeunes. Il y a des statistiques que je pense qui n'existent pas, mais qui seraient le fun d'avoir de les après-balles Oh depuis la boy! prévention et Ben, avant la prévention. Ça tu doit avoir sais, un impact. Tu sais, c'est des jeunes, ils vont consommer quand même. Nous, on ne le fait pas, mais dans des situations comme le bal, il y a des organismes qui vont être sur place. Il y a des organismes qui vont être là pour s'assurer justement que le jeune ne mélange pas avec l'autre affaire. Bon, alors ils sont accompagnés, puis tu sais, nous, on ne veut pas dédoubler ce qui se fait bien ailleurs, mais il y a un accompagnement. Je ne sais pas vraiment l'impact parce que ça, c'est encore un rite de passage tellement important dans la vie d'un jeune. On s'en sort pas, là. Ouais, ouais. C'est ça. Mais on espère, les jeunes ont un peu moins de problèmes de consommation. La pandémie a amené d'autres problèmes. Alors, Mhm. c'est pas nécessairement juste qu'ils ont beaucoup augmenté la consommation, c'est plus qu'ils ont trouvé en la consommation une automédication à des problèmes d'anxiété et de dépression. Là. On est dans autre chose. Puis, tu sais, le fait d'être isolé. Là. Ouais. En terminant, j'aimerais ça. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup par rapport à la maison Jean Lapointe. C'est l'aide à la famille et à l'entourage. Mmh. Je trouve Mhm. que c'est un sujet qui est très, très peu abordé Ouais. et qui me fascine, moi, justement. L'entourage des gens est pris. Comment on aborde ça? Parce que j'avais Mhm. parlé avec un sociologue qui a fait une étude sur, je pense que c'est une étude qualitative sur, justement, les profils types d'entourage Ah de oui, gens qui ont ben des problèmes de oui. consommation pour déterminer qui sont ces gens-là, puis c'est quoi l'approche à avoir avec quel type de profil, tu sais. Ouais, Et écoute, c'est je suis contente, merci d'aborder ce sujet-là. Le programme d'aide à la famille là, et à l'entourage,
je pense que ça sauve des familles, ça sauve des vies, très certainement. La famille, c'est la première ben, après la personne qui consomme, elle est Ouais. la première à en souffrir. On parle de honte, on parlait de culpabilité. Écoute, eux autres, là, sont tellement pris dans le problème de consommation là, de leurs proches qu'ils s'oublient complètement. Et ils n'osent même pas, probablement ils ne savent même pas qu'ils peuvent demander de l'aide. Ils ne sauraient même pas à quelle porte aller cogner. Et ils ne sauraient même pas qu'eux ont besoin d'aide. Parce Ouais. que moi, quand un proche appelle à la maison Jean Lapointe, moi, là, je réponds, à chaque semaine, je réponds à beaucoup, beaucoup d'appels parce que il y a beaucoup de gens que je connais qui disent appelle Anne-Élisabeth, appelle Anne-Élisabeth. Jean-Marie reçoit beaucoup de demandes. Jean-Marie, mon frère, qui dit appelez ma soeur. Bon. Et les gens qui appellent, qui sont dans la famille, ils appellent pour le proche. Mais quand ils raccrochent, ben, ils ont déjà pris un rendez-vous avec mon responsable du programme d'aide à la famille parce que à les écouter parler, tout ça, parce que, encore une fois, moi, je l'ai vécu avec 2 parents qui ont eu des problèmes de consommation. Alors, c'est sûr qu'ils réalisent que, OK, ils peuvent eux aussi avoir du soutien à travers tout ça. Alors, admettons qu'eux décident de faire affaire à notre programme d'aide à la famille, bien, c'est sûr qu'on va les laisser beaucoup ventiler parce qu'ils l'ont caché, ils ont tellement honte. Alors, d'en parler, déjà, ça fait du bien. Ensuite, ils vont, veut pas, nous donner beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils pallient à la problématique. C'est là qu'on réalise qu'ils font le contraire de ce qu'ils devraient faire. Fait qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont très aidants. Ils font en sorte que la personne, elle n'arrêtera pas de consommer parce qu'ils sont toujours en train de leur sauver la peau. Donc, il y a ça qu'ils doivent apprendre. Qu'est-ce qui est facilitant? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment te protéger toi, comment protéger tes enfants, etc. Et puis, ils vont donc comprendre mieux leur rôle. C'est une dynamique. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Qu'est-ce qui fait que tu as Pourquoi choisi un t'endures conjoint ça? ou une conjointe? Quand c'est ton père, quand c'est ton enfant, tu es dans une autre dynamique. Mais donc, il est où ton rôle? Alors, c'est ça aussi qu'on apprend. Puis, on apprend autant en traitement quand on a un problème de substance que ou de jeu, ou quand on vient au problème d'aide à la famille, on parle beaucoup des rôles dans la famille quand tu viens d'une famille dysfonctionnelle. Puis ça aussi, c'est très aidant. Ça paraît cliché, bon, un peu de la psychopathe pour certains, mais c'est important de comprendre aussi comment est-ce que comment moi j'ai composé avec ce que j'ai vécu, puis comment est-ce que ça se traduit de par mes peurs, mes insécurités, comment j'entre en relation. C'est ça, c'est tout ça que la famille va voir. C'est un gros travail. Ils ne savent pas trop quand ils rentrent chez nous qu'ils vont se regarder à ce point-là, Ouais. mais c'est sûr que ça va les aider énormément. Puis la réalité, c'est que le programme d'aide à la famille, c'est soit pour des proches dont la personne qui consomme est encore active dans la consommation et elle ne veut pas s'aider, il est en traitement, que la famille vient en soutien et ensemble, ils vont s'assurer que tout le monde va demeurer abstinent, sobre, et tout le monde va s'entraider. On a les deux réalités. C'est sûr, ça brise le cœur quand tu aides une famille dont le proche ne veut pas encore arrêter de consommer. Ouais, C'est ça, tough. c'est horrible là, parce que, comme on le dit souvent, ça part de la personne. Tu peux pas forcer quelqu'un à avoir la volonté de le faire. Ouais, Fait que c'est ouais. ça. Des fois, t'endures ça longtemps parce que t'attends juste qu'il allume. Puis la journée où tu tends la main, t'es comme, alright, je suis là. Mais tu sais, moi, je vis ça avec des amis, je vis ça avec plein de Ah, monde. ben oui, Puis ben oui, ben c'est oui. ça, t'es comme, Puis ben, la dynamique change aussi, là. Quand ouais, tu sors de thérapie, quand tu arrêtes de consommer, les rôles changent, la dynamique change. Il faut savoir que ça va changer parce que sinon, tu es le battant, là. Tu sais, le cliché, c'est la personne qui était toujours partie parce qu'elle consommait, puis elle s'en va en traitement, elle sort, elle est toujours partie parce qu'elle se rétablit, puis elle est dans des salles de meeting. Fait que l'autre ouais, est là, mais attends, je pensais que tu allais être à la maison, puis l'autre est toujours partie. Fait que l'autre personne qui reste là est encore enragée, tu sais. Mais c'est comme, ben oui, mais là, va faire le programme d'aide à la famille, tu sais, tu vas comprendre, c'est important. ouais. Il ne fera pas 90 meetings en 90 jours pendant 20 ans, là, tu sais. Bref, mais oui, c'est très important. On a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, mais on voit qu'il n'y a pas tant de centres que ça qui offrent le programme d'aide à la famille, là, puis je pense que ce serait important là, que plus de gens se mobilisent pour offrir ça.
C'est quoi les profils, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est les profils types de gens? Tu sais, moi, je pense à j'imagine des gens qui sont codépendants. J'imagine que ça doit faire partie de l'entourage. Il doit avoir les parents, j'appelle ça des parents-enfants, moi, mais des enfants qui prennent trop de responsabilités trop jeunes par rapport à leurs parents puis qui sont obligés de stepper up, tu sais. Mhm. Y a-tu comme des profils que vous avez déterminés qui sont pas mal, ce qui vous permettent d'avoir une approche qui est faite sur mesure pour ces gens-là? Là? En fait, c'est sûr que, ben, il y a pas il y a est-ce qu'il y a un profil type? Je pense que, d'emblée, oui, ce sont des gens qui n'ont pas le choix que de se responsabiliser. C'est quand même eux qui tiennent comme tu comprends? Ils deviennent un peu capitaines du bateau, bien malgré eux, là. Alors ça vient avec toutes sortes de comportements. On parle bon, tu as parlé de la codépendance. En fait, c'est plus complexe que de juste dire il y a un profil type, tu sais. Moi, je vais me donner moi un exemple. Moi, j'ai pas eu le choix, là. J'ai eu 2 parents alcooliques. Alors, c'est sûr que dès mon jeune âge, j'ai développé des comportements pour pallier, pour essayer d'essayer de combler des carences. Alors, c'est sûr que plus tard dans la vie, puis une fille de père qui a eu des problèmes de consommation, elle est beaucoup plus à risque de se retrouver avec des conjoints ou conjointes aussi qui ont des problématiques de Ah, ben oui. dépendance. Donc, j'ai recréé ça aussi, tu sais. Donc, moi, je suis l'exemple type, là. Donc, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés à faire confiance, très, très grande crainte d'abandon. Alors, c'est ça, c'est tout ça là, qui vient ensemble. Il y en a pour qui, comme tu dis, c'est un peu le contrôle, la personne qui se victimise. Tu as toutes sortes de profils pour pallier. Mais je pense que quand tu as eu des parents qui ont eu des problèmes de consommation, surtout si tu étais jeune, c'est sûr que ça vient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagages. Et je pense que de faire le programme d'aide à la famille, c'est un premier pas. Mais c'est sûr que pour moi, parce que moi, je l'ai fait, c'est pas seulement d'aller faire des meetings comme Léa l'annonce, c'est voter en psychothérapie. Là. Ouais. Vraiment. Tu sais, je pense que c'est bon pour tout le monde là, sur la planète pour toutes sortes de problématiques. Mais c'est sûr que si moi, j'ai cheminé, c'est pas juste grâce au programme d'aide à la famille. Le programme d'aide à la famille m'a permis de mettre le doigt sur le bobo, mais le reste du travail, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à tous les jours. De la même façon qu'à tous les jours, on travaille sur notre sobriété, c'est la même chose quand on a eu un proche qui a eu des problèmes de consommation. Ça aussi, il faut être prêt à se regarder. Là. Fait que c'est vraiment la prise de conscience. Puis après ça, c'est de continuer le travail. Mm-hmm. Ouais, Euh, et réaliser que nous aussi, on a parfois des petites rechutes là, de ouais, ouais. comportement, là. Vraiment, là. Oh, wow. Hey, je veux pas te retenir plus longtemps, mais Oui, merci tellement pour cet entretien-là. C'était magnifique comme discussion. Bravo pour tout ce que tu fais, ce que vous faites oh, à la Maison Jean merci. Lapointe. J'étais pas assez au courant de ce qui se passait. On dirait qu'étant donné que moi, j'ai fait ma démarche, puis je n'étais pas impliqué Mhm. là-dedans. Ouais. Mais je trouve ça vraiment cool de voir tout ce qui se fait, de voir à quel point c'est pensé, à quel point c'est réfléchi, Ah ouais. l'effort qui se met là-dedans. Je trouve ça magnifique. Fait que bravo. On espère que les gens vont faire le défi 28 jours pour continuer de ramasser de l'argent. Je pense qu'on est à Oui, 1,1 faire million. des dons. Oui, 1,1, on veut 1,5. Alors, c'est de parrainer des gens, faire des dons pour nous permettre de continuer à aller dans les écoles. En fait, c'est surtout Mhm. ça parce que ce qu'on veut offrir dans les écoles, on veut l'offrir gratuitement. Les écoles n'ont pas d'argent. Là. Alors, Ouais. c'est sûr que c'est ça, là, c'est d'offrir gracieusement nos services. Et puis, donc, c'est ça. Puis pour ceux qui sont en train de faire le défi, ben, c'est aussi une occasion de se regarder face Mhm. à l'alcool. Ouais, ben j'ai reçu des messages tout le mois là, de février de gens qui Moi, là, l'ont fait. mon défi, là, j'ai pas fait le défi sans alcool. Là, je veux dire, je le fais à chaque année. Moi, là, ça écoute, puis on est 3 à le faire ensemble. Défi, 28 jours sans magasinage. Ah ouais, hein? Uh-huh. Uh-huh. Ah ouais. Ben, j'ai eu En la même. ligne, le magasinage en ligne, on comprend, là, de ne pas se déplacer au centre d'achat, ça va, c'est assez facile. Uh-huh. Mais, oh my God, écoute, heureusement que j'ai mon support system. Là. Ah non, c'est rochant. Je me suis trouvé quelque chose, moi aussi. Là, j'en ai fait 3-4 en même temps. Là, 28 jours à boire de l'eau, 28 jours à essayer de m'entraîner. Ah Tout boy. ça.
chacun son 28 jours, mais au moins, on Vraiment, peut ramasser de l'argent pour une bonne cause. absolument. Fait que merci beaucoup pour ton temps, c'était super intéressant. Merci. Merci à Puis toi de t'intéresser à la maison. ah ben, mais pour vrai, je trouve ça beau de voir tout ça, en fait, d'en découvrir plus. Fait que j'espère qu'on va réussir à diffuser ce message-là le plus loin possible pour que vous aidiez encore plus de gens. Oh, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, merci.